la dimension processuelle de l'organisation, ainsi que sur les modes d'être et d'action des organisations. Il approche ces objets d'étude en partant de la communication, ou comme il préfère le dire, à partir de la terre ferme des interactions et en restant dans la terre ferme des interactions. Inspiré par des théoriciens pragmatiques tels que Dewey ou Peirce, ou encore par des travaux de la sociologie de la traduction, notamment de Bruno Latour, mais aussi François va prendre inspiration dans des théoriciens tels que Derrida et Grimans. Il a développé dans les dernières années une théorie communicationnelle que l'on connaît, en fait, que tu nous proposes de nommer en termes de ventriloquie. Cette ventriloquie, elle permet de saisir ce que Garfinkel nomme le plénum d'agentivité qui constitue l'organisation. En s'inspirant en fait de cette métaphore de la ventriloquie, et je pense que François va nous en parler un petit peu plus dans sa présentation, il regarde la relation entre le ventriloque et sa poupée que les Anglais, en fait, les ventriloques anglais vont parler de figure ou figure. Et c'est vraiment à travers cette dynamique, donc ventriloque-figure, que la théorie de la ventriloquie nous permet de montrer les processus à travers des êtres aussi divers comme des idées, des valeurs, des principes, des objets, des bâtiments vont s'exprimer à travers nos interactions, à travers nos discours. Dans cette théorie s'opère un décentrement du sujet, donc c'est plus l'acteur humain qui est au centre de l'analyse ou la focale de l'analyse, mais on place en fait un déplacement vers les relations entre ces multiples êtres. C'est ce qu'en fait on appelle une ontologie relationnelle que François nous propose dans sa présentation, en fait dans sa théorie. Donc la présentation avec laquelle nous allons ouvrir ce colloque est une manière en fait de prendre cette approche ventriloque et pour essayer de comprendre les organisations hybrides et notamment les contradictions dans un cas que François va nous donner. Donc sur ce, merci François et je te laisse. Et bon colloque à tout le monde. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Donc je ne sais pas si vous avez toutes les transcriptions, j'ai distribué des transcriptions auditoires. S'il y en a qui n'en ont pas, elles sont à l'avant là, donc n'hésitez pas à vous les procurer. Donc un grand merci aux organisateurs et aux organisatrices de cet événement. Merci de m'avoir invité à donner la plénière inaugurale en quelque sorte. Donc je vais vous entretenir de logique d'action contradictoire en quelque sorte à partir d'une approche ventriloque. C'est-à-dire que bon, quand Consuelo m'a invité à faire cette présentation, elle m'a dit ça serait bien que tu nous parles un petit peu de tension organisationnelle. Je ne vais pas véritablement vous parler d'organisation hybride parce que je n'ai pas en fait étudié ça récemment, donc c'était pour moi difficile en quelque sorte de sortir de mon cadre empirique. Par contre, vous allez voir qu'en fait j'ai étudié des équipes pluridisciplinaires, on peut dire en quelque sorte, qui sont à mon avis habitées par ces tensions et elles sont par définition hybrides, on pourrait dire, puisque elles mettent en quelque sorte ensemble, ces équipes, des gens qui viennent d'horizons très divers, hein, et qui représentent des traditions diverses, qui représentent des pratiques diverses. Donc à mon avis, c'est très proche, je pense, de ce qui pourrait vous intéresser, en tout cas j'espère. Donc on connaît tous, hein, j'imagine, disons, si vous avez travaillé sur la question des tensions, de l'hybridité, c'est sûr qu'on va souvent parler de tensions organisationnelles, les termes vont varier, on va parler de contradiction, on va parler de dilemme, on va parler de paradoxe, on va même parler d'ironie situationnelle, ça c'est un terme qu'utilise par exemple Putnam. Le titre de votre colloque c'était le terme paradoxe, hein, entre marché, État et société civile, explorer la nature paradoxale des organisations hybrides. Donc tout ça participe à mon avis de
de cette idée de tension organisationnelle. Bon, évidemment, il y a des distinctions. Un dilemme, par exemple, un dilemme, normalement, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de ces tensions, on n'arrive pas finalement à résoudre, parce qu'il est impossible, de toute façon, logiquement, de résoudre ce dilemme. Alors, au niveau de la terminologie, justement, hein, vous voyez, c'est très varié. On va parler de logique contradictoire, on va parler de demande concurrentielle, on va parler de choc des idées, de situation paradoxale, et on va parler en termes d'identification et de négociation des tensions. Donc, à partir de ce questionnement, on peut, et c'est la question que je propose avec vous, c'est comment en quelque sorte réconcilier cette littérature qui nous parle, on va voir tout à l'heure, de tensions inhérentes au processus organisant. Hein, donc c'est cette idée qu'il y a des tensions qui existent en quelque sorte dans toute organisation, et à mon avis on a raison de le dire, et en même temps une approche plus constructive ou constructionniste, je devrais dire, constructiviste, qui dit en fait, oui, les tensions, finalement, ça se bâtit dans les interactions. Donc comment, en quelque sorte, résoudre hein, cette tension, on pourrait dire aussi théorique, qu'on peut retrouver avec une approche, en quelque sorte, un peu plus réaliste et une approche constructiviste. Pour moi, il n'y a pas d'opposition, justement, on va voir, mais disons, c'est souvent présenté dans la littérature dans cette opposition. Par exemple, le terme situation paradoxale de Smith et Lewis, dans leur revue de littérature, ils vont parler beaucoup dans ces termes-là. Alors, encore une fois, je vais insister beaucoup sur la dimension irréductible hein, des tensions organisationnelles. Et donc, je vais essayer de montrer que souvent, malheureusement, cette littérature, elle tend à être trop abstraite et formelle. Et donc, je vais insister, c'est pour ça que je vais présenter cette idée de ventriloquie, sur la dimension incarnée des tensions. C'est-à-dire que les tensions, ça se vit. Les tensions, on en fait l'expérience. Il y a une tension, normalement le terme tension d'ailleurs évoque cette idée d'une émotion, on est pris dans quelque chose, ça se ressent normalement une tension. Si ça ne se ressent pas, à mon avis, ce n'est pas une tension. Donc, ce que je propose comme approche, hein, c'est l'approche ventriloque. Alors c'est une métaphore, qui a ses limites évidemment. Hein, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les interactions se positionnent constamment et sont constamment positionnées comme étant contraints, préoccupés ou animés par différentes valeurs, principes, intérêts, idéologies, normes, expériences qui agissent comme autant de figures qui se mettent à s'exprimer dans une situation donnée. Autrement dit, l'idée de la ventriloquie, c'est qu'on n'est pas les seuls à s'exprimer quand on s'exprime. Hein, on va parler au nom de principes, on va parler au nom d'une organisation, on va parler au nom finalement d'un paquet de choses qui vont se mettre en scène dans la scène interlocutive, dans l'interaction, dans la communication. Et pour moi, quand il y a des tensions, justement, c'est quand ces figures se contredisent. Hein, c'est par exemple, on va parler au nom de deux principes, et ces deux principes se contredisent, soi-disant, en tout cas, dans l'interaction. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, qu'est-ce que ça veut dire à la fin quand on parle d'une tension? On parle finalement, par exemple, de deux principes qui se contredisent, de deux valeurs, on va dire, de deux missions. Hein, et donc, il faut concrètement montrer comment ça se passe dans l'interaction pour mieux comprendre ça. Okay. Donc, au niveau du plan de la présentation, donc, je vais commencer par la littérature sur les tensions organisationnelles. Ensuite, je vais présenter mon cas théorique. Et finalement, je vais vous parler de l'étude de cas que j'ai faite, en quelque sorte, qui est Muséomix 2014. J'expliquerai tout ça en temps et en heure. Donc voilà, là c'est tous les termes, enfin toute la terminologie qu'on peut retrouver sur l'idée de tension, contradiction, paradoxe, dilemme. Hein, on va parler en termes, c'est pas tous les termes, mais je veux dire c'est tous les lieux en quelque sorte, les contextes dans lesquels on va pouvoir parler de tension, de contradiction, de paradoxe ou de dilemme. On va les trouver dans des situations de négociation, dans des situations de participation des employés, de partenariat interorganisationnel, de collaboration virtuelle, dans les routines, dans le télétravail, dans les organisations féministes, dans l'implantation technologique, et j'en passe, et j'en passe. Donc, vous voyez, finalement, c'est normal qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tensions, depuis longtemps, on en a parlé, mais c'est qu'elles habitent, en fait, tous les processus organisés. Et toute cette littérature, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous dit finalement qu'elle montre le caractère irréductible et inévitable des tensions organisationnelles. Hein, donc c'est pas qu'on peut les résoudre, en quelque sorte.
Quiconque a été à la direction d'un département ou a travaillé dans une organisation sait que, par définition, d'ailleurs j'aime bien souvent parler de la gestion. La gestion, on oublie souvent, mais ça vient de geste. Et pour moi, quand on fait de la gestion, c'est par définition, on est tout le temps dans ce registre-là. On est en train de gérer une situation, ça veut dire de tenter d'accommoder en quelque sorte des logiques contradictoires. On retrouve d'ailleurs le terme en anglais, management, qui vient aussi de main, aussi, et qui exactement veut dire la même chose. Donc curieusement, l'anglais et le français se retrouvent tout à fait à ce niveau-là. C'est-à-dire gérer une situation, c'est finalement tenter de réconcilier, tout en sachant que c'est jamais possible complètement, des logiques contradictoires. Donc, ce que proposent par exemple Threadway et Ashcraft, ils appellent ça Tension Center. Donc moi j'ai traduit ça par une approche tensio-centrée des organisations. Donc qu'est-ce que c'est que la prémisse, encore une fois, c'est que les tensions sont inhérentes à toute activité organisationnelle et donc que les formes organisationnelles se caractérisent par un fusionnement de logiques contradictoires. Bon, j'aime pas tellement le terme qu'ils utilisent de fusionnement, mais bon, c'est ce qu'elle propose. C'est-à-dire comment faire en sorte finalement alors l'idée de fusionnement n'est peut-être pas très bon, mais de réconcilier partiellement ces logiques contradictoires, de les articuler là où une désarticulation serait possible. Donc Ashcraft dit qu'il faut analyser les manières dont les membres naviguent entre les contradictions et les effets que cela produit. Plus récemment, en 2016, j'imagine que vous avez vu ça sortir, Putnam, Ferris et Vanguard ont sorti une sorte de revue de littérature sur tout ce qui s'est fait sur les tensions, sur l'analyse des tensions organisationnelles. Bon, elles vont le définir de cette manière-là, elles vont dire, c'est ma traduction, stress, anxiété, inconfort ou crispation dans des processus de décision, de réaction ou de progression dans des situations organisationnelles. Ce que j'aime bien quand même dans cette définition, cette idée d'anxiété, d'inconfort, qui montre bien le caractère incarné de ces tensions, les tensions qui se vivent en quelque sorte. Donc là aussi, souvent, comme on parle de tension, ça va malheureusement, de mon point de vue, c'est malheureusement, on ne va pas dire ça, mais disons que parfois ça devient un petit peu une réflexion comme faisaient les rhétoriciens du Moyen-Âge, c'est-à-dire de répertorier les figures en quelque sorte des tensions, les différents types de tensions. Et donc, par exemple, l'une des figures qu'on va utiliser, c'est l'ironie, qui est une figure de dissonance. On va dire souvent, finalement, les tensions révèlent l'ironie de la situation, en quelque sorte. Donc, on va parler d'ironie situationnelle, et donc comment ces ironies, en quelque sorte, s'incarnent dans des situations organisationnelles. Ça pourrait être une question peut-être intéressante. Smith et Lewis, en 2011, disent donc, ils font cette opposition dont je parlais tout à l'heure, entre des tensions inhérentes au système organisationnel, excusez-moi pour la faute d'orthographe, et versus des tensions socialement construites. Alors ils disent, researchers have explored paradoxical tension as either inherent, existing within the system, or socially constructed, created by actors, cognition, or rhetoric. We propose that they are both, that is, opposing yet interrelated dualities are embedded in the process of organizing and are brought into juxtaposition via environmental conditions. Donc ils essayent là, évidemment, de résoudre en quelque sorte comme je disais tout à l'heure, cette tension théorique en quelque sorte entre ce qui est soi-disant construit socialement et inhérent. Donc l'enjeu avec vous, c'est de démontrer à la fois la dimension co-construite et incarner des tensions organisationnelles. Donc par incarner, je veux dire existantes, réelles. Et il faut sortir donc de l'opposition, selon moi, entre construit et donné, ressenti, réel. On a toujours tendance à dire, non, c'est pas donné, c'est pas réel, c'est pas ressenti, parce que c'est construit. Non. Latour serait le premier à dire, c'est parce que c'est construit que c'est réel. Donc, ce que je propose avec vous, c'est une approche CCO, donc effectivement la constitution communicationnelle de l'organisation. Donc, pas besoin de choisir entre une approche formelle des contradictions, paradoxes et ironie situationnelle qui s'exprimeraient de façon inhérente dans les processus organisationnels, et une analyse de ce que font les interactants dans ces mêmes processus. Alors pour ça,
je suis obligé d'en passer évidemment par cette petite métaphore qui est celle de la ventriloquie, qui est évidemment toutes les limites qu'on peut imaginer. Hein. Donc je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui communiquent font sortir vont manipuler avec leurs mains un petit mannequin ou une petite figure. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de noter que quand on s'exprime, en fait, on fait parler beaucoup de choses qui nous font parler. Vous allez voir, il y a l'oscillation, c'est-à-dire ça nous fait parler, mais on les fait parler. Et donc, c'est pas du tout incompatible. Hein, c'est en fait le mécanisme même. Alors, donc c'est vraiment le mécanisme, en fait, ce que j'essaye de faire ressortir par ça, c'est de faire parler. Hein, c'est-à-dire, on a toujours pensé la communication en termes de parler, interagir, etc. Mais j'ajoute à ça, finalement, le faire parler. Qu'est-ce qui me fait dire? Qu'est-ce qui me fait penser? Qu'est-ce qui me fait parler? Donc, ce qui permet justement de montrer, en tout cas j'espère, que beaucoup d'êtres à ontologie variable s'invitent dans nos conversations quotidiennes. Okay, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul, en quelque sorte, sur la terre ferme des interactions, hein, mais que beaucoup d'autres êtres nous habitent et se mettent à communiquer également. Hein, et il faut prendre au sérieux ce principe-là. C'est-à-dire, quand je dis c'est métaphorique, c'est vraiment par rapport à l'image du ventriloque et de sa poupée. Le reste, pour moi, est totalement très concret, très réel, très incarné. Alors, un exemple très bête, vous êtes à la banque, hein, vous êtes en train de discuter avec le préposé, et vous demandez un document. Hein, vous demandez d'avoir un document, une information, et puis ce préposé va dire « Désolé monsieur, mais c'est contraire à nos règlements ». Hein, on est tous habitués à ce genre de réponse dans les bureaucraties. Bon, pour moi, c'est l'exemple même de la ventriloquie, c'est l'exemple le plus simple, d'une certaine manière, le plus évident, hein, puisque ça consiste, si on veut, en quelque sorte, à faire parler un règlement. Hein, évidemment, c'est très implicite ici, hein, mais c'est bien compris que ce n'est pas l'employé lui-même qui décide tout d'un coup de dire « Ah ben non, moi, monsieur X, je vous interdis d'avoir ce document ». Il est bien entendu que si cette personne s'exprime, c'est parce qu'elle est autorisée à le faire, et donc elle peut ventriloquer, hein, ce document qui l'autorise à dire ce qu'elle dit également. Alors, ce faisant, on voit, c'est ça aussi que j'essaie de montrer, évidemment c'est un peu difficile à faire passer, mais que d'une certaine manière, cette personne ventriloque le document parce qu'elle est ventriloquée. Hein, parce qu'en quelque sorte, ce document, ce règlement, l'enjoint en quelque sorte également à dire ce qu'elle dit, cette personne-là. Hein, donc en quelque sorte, vous voyez, le rapport ventriloque est un rapport dans les deux sens. Hein, c'est ça qui est important de garder en tête, parce que justement, ça nous permet de ne pas avoir à choisir entre une origine. Il n'y a pas d'origine. Il n'y a jamais d'origine. Hein, en tout cas d'origine absolue. L'origine, elle est en quelque sorte positionnée dans l'interaction. Hein, donc, quand on est dans une situation d'analyse, on n'a plus à choisir entre le discours, en quelque sorte, et le contexte de ce discours. Hein, c'est-à-dire, tout d'un coup, on va pouvoir se mettre à ventriloquer des personnes absentes, des règlements, des principes, des valeurs, des faits, des rapports, des organisations. Hein, donc, on n'a plus besoin, selon moi, d'opposer, hein, la fameuse structure à l'action. Hein, structure-action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure. Ça veut dire que plutôt que de dire, voilà, il y a des structures et il y a l'action organisationnelle, non, en fait, l'action organisationnelle est toujours en train, finalement, de mettre en scène les structures qui l'habitent et qui s'expriment à travers elle. Hein, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je veux dire, pour moi, ça a permis de résoudre quand même cette tension, cette tension théorique qu'on a toujours bâtie depuis que la sociologie existe, entre d'un côté la structure, de l'autre côté l'action. On voit ici qu'il n'y a pas du tout besoin d'une opposition comme ça. Puisque quand on commence à voir que ces structures s'expriment dans l'interaction, sous la forme de figures, qui habitent les interactants, je pense qu'on a progressé dans les analyses, puisque là on n'a plus besoin, hein, on accuse toujours les micro-interactionnistes d'être trop locaux et de ne pas s'intéresser assez au contexte, et on accuse toujours les structurationnistes de ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans les interactions.
Or, là, on voit qu'il y a en quelque sorte un aplanissement, enfin, je ne sais pas si on peut dire, oui, c'est presque le flatland de la tour, c'est-à-dire, on voit que tout ça se met en scène dans l'interaction et est rendu présent dans l'interaction. Donc, on peut faire parler les faits d'eux-mêmes. Les scientifiques sont très très habiles à faire ça, et pour moi, c'est pas du tout ironique ce que je suis en train de dire. Par exemple, je pense qu'à moins d'être un Trumpiste, disons, on peut penser qu'effectivement, par la multitude des faits qui nous sont présentés, qui ont été savamment mis à notre disposition, que par exemple, la planète est en train de se réchauffer. Je veux dire, évidemment, on les fait parler d'eux-mêmes, ces faits. Hein, c'est ça ce qui est intéressant. Mais ces faits parlent aussi d'eux-mêmes. On va parler au nom de principes ou de valeurs. On va évoquer ce qu'un rapport démontre. On va parler au nom d'une organisation. Hein, donc, vous voyez, ça permet tout d'un coup de disloquer l'interaction. L'interaction était locale, mais en fait, elle est constamment disloquée. Donc les êtres humains ventriloquent des figures, mais ces figures ventriloquent aussi les êtres humains. Hein, et donc ça c'est important encore une fois de le rappeler. Et donc là aussi, si vous connaissez un petit peu cette littérature, je prétends que ça permet aussi de résoudre la tension entre petit discours et grand discours. Hein, quand on s'exprime, il y a aussi des grands discours qui s'expriment. Ah oui, fatalement. Il y a des répertoires qui s'expriment, il y a des registres qui s'expriment, il y a des idéologies qui s'expriment. Hein, donc ça permet aussi, dès qu'on fait éclater le fait que ce ne sont pas seulement les êtres humains qui s'expriment, et qu'il y a beaucoup de choses qui s'expriment lorsqu'ils s'expriment, on voit qu'on peut les reconnaître, ces figures-là, et on peut tenter d'en suivre les trajectoires et l'évolution. Tout ceci est évidemment aussi compatible, je pense, avec les travaux de Bakhtin. C'est-à-dire si on me dit, bah oui, ce que vous dites n'est pas très nouveau, c'est ce qu'avait dit Bakhtin il y a bien longtemps, je suis d'accord, d'une certaine manière. Sauf que Bakhtin n'a jamais vraiment, selon moi, analysé le détail des interactions. Mais tout ce qu'il dit, effectivement, est à mon avis assez compatible avec le principe bon, qui n'est pas d'ailleurs un terme qu'il a lui-même utilisé, mais ce que ses traducteurs ont utilisé. Les traducteurs de Bakhtin ont utilisé le terme ventrilocation pour parler d'hétéroglossie, de polyphonie, etc. Bon. Donc, les interactants qui se positionnent constamment comme parlant donc, de certains principes ou de valeurs deviennent, qu'ils le veuillent ou non, les voix de ces figures. Hein, on va voir tout à l'heure, je joue un petit peu avec voix VOIX et VOIE. Hein, donc, ce n'est pas pour réduire les êtres humains à ça. Les êtres humains ne sont pas que des intermédiaires, mais on peut aussi les voir comme ça. Hein, donc on peut repérer ces figures dans les conversations et donc étudier leur trajectoire. C'est ça aussi qui, je pense, est intéressant. C'est que, alors que, vous vous souvenez, chez Latour, il y a cette idée de suivre les acteurs. Hein, par exemple, Consuelo a fait un remarquable travail sur comment suivre un projet. Hein, il y a Attila Bruni qui a suivi un artefact. On peut suivre un paquet de choses. Bah, ce que je vais proposer de faire avec vous tout à l'heure, c'est de suivre une idée, par exemple. Hein, par exemple, on peut suivre quelque chose comme une idée. Hein, donc on peut repérer les figures dans les conversations et étudier leur trajectoire. Et on peut également analyser dans quelle mesure de multiples figures se contredisent les unes les autres, créant donc des tensions. Okay, donc quand on discute, quand on parle, quand on s'invective, quand on débat, finalement, on se fait les porteurs de certaines valeurs, de certains principes, de certains faits, etc., 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 qui peuvent se contredire. D'où les tensions. S'il y a des tensions, pour moi, j'allais dire, c'est nulle part ailleurs. Hein, je ne vois pas comment il peut y avoir d'autres formes de tensions. S'il y a des tensions, ça veut dire qu'il y a des logiques contradictoires, mais il faut prendre... Qu'est-ce que logique contradictoire, c'est très abstrait. Il faut voir, oui, qu'est-ce que c'est ces logiques contradictoires? Ben, c'est des principes qui se contredisent. Mais ils se contredisent dans l'interaction, parce qu'ils sont portés par ces personnes-là, qui peut-être ne voient pas dans quelle mesure peut-être ces principes ne sont pas nécessairement contradictoires. Donc, ce qui est important aussi dans cette idée, hein, c'est que fatalement, quand on parle de tension, il faut, à mon avis, prendre en compte la dimension passionnelle, émotionnelle des interactions. Hein, si, encore une fois, c'est pour ça que j'ai insisté sur la définition de Putnam, sur le stress, l'anxiété.
Il faut que ça soit incarné au sens fort, il faut que ça soit ressenti. Hein, donc, par définition, quand on ventriloque, c'est qu'on est attaché. Hein, on est attaché dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on est attaché en termes de désir, c'est quelque chose qu'on désire, ou c'est quelque chose aussi qui nous emprisonne. Hein, parfois on est attaché à des choses qu'on n'aime pas. Hein, par exemple une maladie, un désordre mental, que sais-je, qui nous habite et qu'on... Bon, enfin, je vous passe les détails, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire quand on est finalement les porteurs d'une figure que l'on n'est pas nécessairement heureux de porter, mais qui, en quelque sorte, s'exprime à travers nous. Toutes les formes de maladie mentale que vous pourriez imaginer sont... Voilà. On va revenir. Il y a eu Ok, donc voilà. Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que parfois on est des porteurs de certaines figures, on ventriloque des figures dont on n'a même pas conscience, hein, qu'on ne désire pas. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est là aussi, c'est pour qualifier un peu l'approche stratégique de l'interaction. Hein, le stratège, quand on a une vision stratégique de l'interaction, c'est qu'on dit ouais, on est à peu près, on contrôle à peu près toutes les figures qu'on va exprimer. En fait, non, on est loin de les contrôler toutes. Hein, on essaye. Mais... Donc nous sommes habités, animés, préoccupés, voire possédés par ces figures que nous animons et qui nous animent. Et à bien des égards, mais ça je ne développerai pas, c'est ce qui, en fait, nous définissent. C'est très proche finalement de l'identité, de ce qui nous définit. Donc voilà, c'est pour ça que je vais jusqu'à dire qu'effectivement, l'être humain est un média, en quelque sorte, comme les autres, j'allais dire. C'est-à-dire, hein, c'est un intermédiaire, un moyen, un entre-deux. Je ne veux pas le réduire à ça, encore une fois. Mais c'est aussi ça. Hein, quand quelqu'un vient témoigner d'une situation, bah, il se fait l'intermédiaire de cette situation qui vient s'exprimer. Charles Sanders Peirce avait un très beau terme pour ça, même si je le détourne peut-être, c'est peut-être pas exactement ce qu'il avait en tête quand il parlait de ça, mais je pense que ça peut l'être. Il parlait de l'homme signe. Donc le man sign, il utilisait ce terme. Alors, ce qu'on voit aussi à travers ça, hein, pour celui dont on parlait tout à l'heure, c'est en filigrane derrière toute cette approche, c'est une sorte d'autologie relationnelle, c'est-à-dire, hein, on voit que tout d'un coup, donc, toute chose, tout être existe toujours à travers d'autres êtres qui matérialisent son existence. Par exemple, un principe se met à exister à travers ceux qui vont s'en faire les porte-paroles. Et il peut exister à travers les textes qui les développent. Ils peuvent aussi exister à travers une architecture. Hein, donc on voit que ça c'est très proche effectivement d'une ontologie relationnelle où finalement les choses se mettent toujours à exister à travers d'autres choses. Hein, qui est très bien développé par exemple dans le dernier grand ouvrage de Latour sur les modes d'existence. Ok, donc qu'est-ce que ça donne très concrètement, hein? Bon ben voilà, une organisation par exemple, qu'est-ce que c'est une organisation? Ben, déjà, c'est le terme organisation, le terme qu'on utilise, son nom, hein, quel qu'il soit, c'est également son porte-parole, c'est ses bâtiments, c'est son site web, ce sont ses clients, ses employés, les opérations, les produits, les réunions. Hein, vous voyez, l'organisation s'incarne, se matérialise à travers tout ça. Hein, donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'opposer structure et action. On voit que tout ça, quand un porte-parole se met à parler au nom d'une organisation, qu'on le veuille ou non, c'est cette organisation qui s'exprime. Quand un building, par exemple, à bien des égards, c'est l'incarnation, c'est une des incarnations de cette organisation, etc. etc. Donc on voit que l'organisation, cet être multiforme, il prend forme justement dans toutes ces variations. Tous ces modes d'existence ne sont pas incompatibles. Hein, même chose pour un règlement. Un règlement, il existe dans sa forme papier, mais il existe aussi dans son invocation. Et il n'y a pas d'opposition, mais on peut suivre la trajectoire.
Hein, donc le règlement comme s'incarnant dans tous ces moments-là. Donc, ce que je propose de faire avec vous dans le temps qui me reste, c'est de suivre le devenir d'une idée et les tensions qu'il a mis. Alors, j'ai pris, en quelque sorte, j'ai presque fait exprès de prendre une idée, parce qu'une idée, apparemment, c'est ce qui est le plus abstrait possible. Hein, l'idéalisme, en quelque sorte, philosophique, vient finalement de cette idée que les idées, justement, sont abstraites, sont, en quelque sorte, ne sont pas matérielles. Hein. Or là, je vais vous montrer une équipe finalement très hybride qui essaye de travailler sur une idée, qui essaye de la mettre en forme et qui essaye en quelque sorte de la concrétiser. Hein. Donc on va voir là aussi, c'est pas pour rien que l'ontologie relationnelle, c'est aussi celle finalement qui remet de l'avant tous les travaux sur le nouveau matérialisme. Hein. La matérialité, hein, de Karen Barad, c'est le bon exemple de ça. Mais on va voir justement la dimension matérielle d'une idée. Hein, comment elle se matérialise, comment elle s'incarne, et justement, quelles sont les tensions, hein, qu'on peut repérer dans cette matérialisation. Alors, l'étude de cas sur laquelle je vais travailler avec vous, c'est Muséomix. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Muséomix. Alors, Muséomix, c'est un événement qui a, pour la première fois, été organisé il y a une dizaine d'années, je pense, en France. Ça se passe dans les musées, chaque année, généralement au mois de novembre. Ils organisent un événement dans plusieurs parties du monde. L'idée, c'est de en fait, réinventer la manière dont les visiteurs font l'expérience d'un musée. Hein, c'est-à-dire, ils font venir des gens qui sont des hackers, des spécialistes des musées, des historiens, des personnes qui travaillent dans le domaine du design, des bricoleurs. Ils font venir toutes ces personnes, généralement c'est des personnes assez jeunes, la trentaine, parfois un peu plus âgées, mais souvent des jeunes qui aiment bien expérimenter, travailler, collaborer, etc. Et voilà, l'idée c'est, dans l'occurrence celle que j'ai analysée, c'est celle qui s'est passée au Musée des Beaux-Arts en 2014. Donc il y avait 72 personnes. La manière dont ça fonctionnait, c'est donc, il y avait 12, au bout d'un certain processus de sélection, il y avait 12 équipes qui étaient formées, 12 équipes de 6, et chaque équipe était généralement composée d'un designer, d'un spécialiste de l'informatique, d'un spécialiste des communications, d'un bricoleur, etc., quelqu'un qui pouvait construire des choses, etc. L'idée, c'était pendant 3 jours, hein, ça dure pendant 3 jours, c'est, voilà, tous les gens vont proposer des idées, il y a à peu près 12 idées qui vont être sélectionnées, puisqu'il y a 12 équipes, et au bout de 3 jours, cette idée se sera concrétisée en un prototype. Et ce prototype sera même, dans le meilleur des cas, installé dans le musée pendant 2 semaines. Et donc pendant 2 semaines, en quelque sorte, on va voir si ce prototype qui a été installé va modifier la manière dont les visiteurs du Musée des Beaux-Arts de Montréal font l'expérience des œuvres qui y sont exposées. Hein, donc voilà, ça c'est le Muséomix. Le slogan c'est « People make museums ». Même si ça a été écrit en France, c'est écrit. Alors là, l'équipe que j'ai suivie, c'est l'équipe de 6 personnes, évidemment. Alors vous allez voir, ça m'a particulièrement intéressé parce que quelque part, il y avait un petit peu de ventriloquie dans leur projet. Leur grosse idée, c'était, tout à l'heure vous allez bien le voir, c'était de faire parler les œuvres. Ils avaient peut-être dû voir le A Night in the Museum, je ne sais pas pour ceux qui sont venus au musée, je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un peu le principe, c'est-à-dire, ils se sont dit, ah, ça serait bien que les visiteurs arrivent dans une salle, tout d'un coup, ils entendent une œuvre qui est en train de parler, et qui parle à une autre œuvre, qui lui répond, etc. Et l'idée, ça serait, ça serait bien donc de créer un dialogue entre les œuvres, et en même temps, ça permettrait aux gens qui arrivent dans le musée d'en apprendre sur ces œuvres. Hein, puisque généralement, c'est le principe du musée,
Hein, c'est non seulement de permettre aux gens d'avoir une expérience esthétique, éventuellement, mais aussi de connaître mieux les œuvres qui sont exposées. Donc là, c'était une idée assez intéressante. Donc, comme je vous dis, ça parlait un petit peu de ventriloquie. Donc, et en plus, c'était une idée, vous allez voir, qui a eu beaucoup de succès. Alors, d'où vient cette idée? Alors, moi, c'est ça qui... Bon, l'origine, hein, la fameuse origine de l'idée. Dans un courriel d'un des participants, donc le participant ici, c'est Pierre, qui est là. C'est lui qui a eu l'idée au départ, en quelque sorte. Il dit, en y réfléchissant, tout est allé assez vite. L'idée est née sur un de mes post-it. Pendant la phase de brainstorm, marché aux idées du vendredi, c'était d'ailleurs le premier jour où ça se passait, c'est un peu venu comme un flash, initialement en pensant à nos usages des réseaux sociaux, et en me disant que ça serait drôle de confronter ça aux œuvres du musée. On s'est retrouvé avec Eva. Alors Eva, vous ne la voyez pas bien, mais elle est là. Vous allez mieux la voir tout à l'heure. Donc, on s'est retrouvé avec Eva autour du paperboard, sur laquelle je l'avais collé, et en discutant rapidement, on s'est dit qu'il y avait du potentiel. Sans avoir encore précisément quelle forme ça pouvait prendre. Comme on a l'habitude de travailler ensemble, l'idée de collaborer est venue assez naturellement. L'événement étant surtout francophone, la question de la langue y a aussi pas mal contribué, parce que Eva, vous allez voir, est anglophone. C'était l'une des rares anglophones qui ne parlait pas très bien le français. En faisant la queue pour pitcher l'idée, on a croisé Bruno, que je connaissais déjà de vue, car c'est un ami d'amis. Il cherchait une équipe, on lui a expliqué rapidement l'idée, et il a embarqué. La suite, tu la connais, on pitch l'idée, Méane, France et Julien nous rejoignent, et c'est parti. Vous voyez un petit peu donc l'origine de l'idée, on voit que ça vient sous la forme d'un flash, mais aussi d'un post-it. Et c'est ça qui commence à être intéressant, c'est qu'il y a le flash, Eureka, hein, c'est comme ça qu'il est présent, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, je ne sais pas. Ensuite, on voit qu'il dit, bah oui, je l'ai mis sur un post-it, hein, donc il l'a formulé sur un post-it. Il a fait l'objet d'une discussion entre Eva et Pierre. Okay, donc là, on voit la trajectoire de l'idée. Hein, l'idée commence en quelque sorte dans la tête de Pierre, un flash, qu'il met sur un post-it, qui fait l'objet d'une discussion, qui ensuite fait l'objet d'une discussion avec Bruno, qui arrive. Voilà. Vous voyez, on commence à voir, à travers ce petit compte-rendu ici, sous la forme d'un courriel, une sorte de trajectoire qui se dessine. C'est-à-dire, on voit aussi que l'idée, afin de survivre, doit passer par de multiples incarnations. Hein, elle ne peut survivre que si, en quelque sorte, elle passe le test, l'épreuve de l'existence. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle continue de subsister, en quelque sorte. Alors, comment se fait cette présentation? J'espère que vous allez bien entendre. Donc ça, c'est votre la première transcription. Alors, vous pouvez, donc, si vous l'avez, si certains ne l'ont pas, c'est encore disponible à l'avant. Donc voilà, vous avez la présentation. Alors j'ai traduit la partie anglaise en français, donc pour ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, quand Eva va s'exprimer en anglais, la traduction est disponible. Alors, voyons si ça marche. Oups. Hi. Just before, when you were on the tour through the museum, did you notice the monkeys? The funny sculpture? And did you happen to notice that the painting just behind of the woman was like a portrait of a woman, and she kind of had her face averted like this, as if she was kind of like tired of having to look at the monkeys all day long? So we want to kind of like give those portraits and the artworks a voice, kind of like lay open, reveal kind of the relationships that they have to establish just by hanging out all day long. It's like, the project is called The Secret Social Life of Artworks. Alors, donc vous voyez, donc la présentation, après, bon, il y a le reste du transcript où Bruno fait la présentation en français, où il répète à peu près la même chose et où il dit également de quoi ils ont besoin. Alors, on voit ici, hein, donc l'idée continue à faire son chemin, puisque là, l'idée maintenant, elle a trois représentants, on pourrait dire. Hein. Vous voyez, l'idée est de suivre l'idée, et donc de dire, bon, donc maintenant, on a trois porteurs de cette idée. On a Eva, Pierre et Bruno, qui vont faire le pitch, hein, qui vont normalement vanter le mérite de cette idée, parce que l'idée, derrière ces présentations,
c'est de trouver d'autres personnes, parce qu'une fois que vous avez une équipe de 6, ça y est, vous avez votre équipe, vous pouvez travailler sur votre idée. Donc il faut vendre son idée. Donc, vous voyez, l'idée évidemment a ces 3 représentants. L'idée, c'est ça aussi qui est important, elle a un titre, elle a une formulation. Hein? Donc la vie sociale secrète des œuvres d'art. L'idée surtout, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elle crée un engouement. Si vous portez attention à la réaction du public, hein, par exemple à la ligne 20, donc d'ailleurs, oui c'est ça, 20, oui, 20, 21, vous voyez, oh, ah, ok, il y a des rires. Je peux vous dire, sur ces 30 idées qui ont été présentées lors des pitchs, c'est la seule qui a créé cet engouement. Il y en avait quelques-unes qui créaient des petits sourires, etc. Mais vraiment, c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans cette... C'est que vous voyez que l'idée intéressait. Hein, l'idée était intéressante. Intéressante au sens de créer de l'attention, créer de l'intérêt. Hein, et donc elle se met aussi à exister à travers, finalement, les réactions qu'elle crée. Vous voyez, donc une idée est intéressante parce qu'elle intéresse. Et donc on voit cette idée, encore une fois, d'ontologie relationnelle, c'est-à-dire ce qu'est une idée, c'est à travers les effets qu'elle produit, les relations qu'elle crée. Et aussi, elle s'incarne. Alors, elle parlait, vous voyez, dans cette présentation, de 2 œuvres d'art, hein, c'est-à-dire, elle dit, regardez cette idée, en fait, vous pourriez vous la représenter, vous vous souvenez, quand vous êtes allé dans une des salles, il y avait cette monkey sculpture, comme elle appelle, cette sculpture de Tony Mantelli qui s'appelle All the Enemies, j'ai oublié peut-être, enfin c'est pas très important, qui est assez, disons, pas choquante, mais disons interpellante en quelque sorte. Et elle avait noté qu'à côté de cette sculpture, très réaliste, il y avait en fait une bourgeoise qui était comme ça. En quelque sorte, elle est comme ça parce que la sculpture est là. Donc la bourgeoise qui est peinte, qui est en fait d'un autre artiste, qui en quelque sorte semble être dégoûté par le spectacle affligeant de ces singes en train de s'égorger, de s'effriter. Donc elle crée en quelque sorte, vous voyez, un dialogue entre ces deux peintures, enfin ces 2 œuvres, et elle dit voilà, c'est ça notre idée. Et donc l'idée s'incarne en quelque sorte à travers cet exemple, qui ne sera pas repris finalement parce qu'il y a des droits d'auteur et donc ça ne fonctionne pas, etc. Donc malheureusement, ils ne pourront pas en quelque sorte l'incarner, la matérialiser dans ce contexte, mais c'est l'idée qui est présentée à travers ce contexte-là. Si on continue de suivre, vous voyez, donc l'idée toujours c'est de suivre l'idée. Là, vous tournez la page et vous allez donc au moment où France se présente pour la première fois aux autres, et surtout à Pierre et à Bonnie. Donc France, elle faisait partie de l'auditoire, elle était dans l'auditoire. Okay. Et voilà comment ça se passe. Donc j'ai mis le vidéo en haut à droite parce que vous voyez, j'ai la méthode du shadowing, hein, on n'est pas toujours comme ça parce que sinon c'est un peu intrusif. Donc j'essaye parfois de tenir la caméra comme ça puis de faire mon mieux pour... donc la qualité n'est pas toujours très bonne. Mais par contre le son, on peut à mon avis comprendre et vous avez de toute façon aussi c'est représenté ici. Donc là je joue. C'est ça sur plus de côté social. Oui. En tout cas, moi, ça m'a interpellée parce que je trouve que le musée devrait être un musée. Comment on parle et je pense peut-être que les gens peuvent nous parler de ça comme l'intimidation, les préjugés, la discrimination. Ouais, mais moi je suis historienne, je suis bien présentation de contenu. Il peut y avoir des hommes qui ont des revendications et peut-être d'autres qui sont juste des considérations très basiques, ça peut être un mélange des deux. Oui, ben l'exemple de tout à l'heure, la violence. C'est aussi comme des personnes qui sont mises ensemble sans l'avoir forcément demandé. C'est ça. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Donc vous voyez, très mauvaise,
c'est toujours difficile, hein. Vous imaginez, il y a 70 personnes dans la salle, je dis, bon, allez, cette équipe, ça a l'air sympa, je vais les suivre. Donc j'arrive, vous voyez, je me présente d'ailleurs, I'm the researcher, can I follow you? Donc j'ai décidé de les suivre pour les 3 prochains jours. Ils acceptent d'être suivis. Et là, France, qui était dans l'auditoire, qui a entendu le pitch, qui a entendu la présentation, arrive. Et vous voyez, ce qui a interpellé France, c'est le côté social. Alors on va voir, ça va jouer après dans le devenir de cette idée, c'est qu'elle a retenu le social. Elle a retenu aussi l'exemple qui a été donné. Si vous vous souvenez, l'exemple, hein, c'est voilà, la violence. Hein, un singe qui est en train de tuer un autre singe, etc. Donc la dimension pouvoir, violence, discrimination, elle en parle dans sa présentation. Hein, si vous vous souvenez, elle dit à la ligne, là vous voyez dans votre transcription de 54 à 57, en tout cas moi ça m'a interpellé, hein, elle le dit elle-même, ça m'a interpellé. Hein, parce que je trouve que le musée devrait être un lieu où justement on parle de, comment dire, d'enjeux sociaux, et je pense que peut-être les œuvres peuvent nous parler de ça, comme l'intimidation, les préjugés. Vous voyez? Alors c'est là où la tension va commencer, parce que c'est ça aussi qui est intéressant quand on suit une trajectoire, c'est qu'on voit le moment où il y a une tension qui commence. Alors ils n'en sont pas conscients, à mon avis, à ce moment-là. Mais on voit que pour elle, la vie sociale secrète des œuvres d'art, elle retient social. Alors qu'on va voir que pour l'équipe à l'origine, ils entendaient social life, en anglais, la vie sociale, c'est plus, voilà, comment dirais-je, les ragots, hein, la conversation, voilà, la médisance, quelque chose d'un petit peu rigolo. Elle est plus dans le sérieux, l'intimidation, les préjugés, la discrimination. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors, la formulation crée une tension parce qu'elle retient. C'est comme si certains avaient retenu secret, hein, ragot, etc. Elle retient social. Alors, la manière dont elle se présente, hein, donc j'ai déjà répété ce qu'elle disait, en tout cas, moi, ça m'a interpellé. Vous voyez, donc déjà, ça l'intéresse. Mais est-ce que ça l'intéresse pour les mêmes raisons que d'autres? C'est ça, hein, vous voyez l'idée. Donc, la vie sociale des œuvres d'art, pour elle, c'est, je le traduis, hein, les enjeux sociaux des œuvres d'art. C'est-à-dire, c'est vraiment la question des enjeux qui est pour elle la discrimination, les préjugés, etc. Donc on voit comment une idée continue sa trajectoire, mais dans cette personne-là, elle se traduit autrement. Elle prend une forme un peu différente. Hein, intimidation, préjugés, discrimination. Et pourquoi ça? Elle le dit elle-même, encore une fois, c'est pas moi qui viens plaquer en quelque sorte une interprétation, je crois, sur elle. Elle dit elle-même, moi je suis une historienne, une personne de contenu. Hein? Donc à travers elle, c'est l'histoire qui va normalement s'exprimer. Hein? Je suis historienne. Je suis là en quelque sorte pour faire parler les faits historiques. Hein? Je vais être votre madame contenu dans votre équipe. Ok? Donc vous voyez comment une idée à travers une personne qui elle-même incarne une tradition, l'histoire, va en quelque sorte avoir une certaine couleur, une certaine, en quelque sorte, teinte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette même interaction, vous avez tout de suite Pierre, et pour moi c'est pas anodin, hein, Pierre qui, une fois qu'elle a présenté, lui, puis c'est aussi c'est comme des personnes qui sont mises ensemble sans l'avoir forcément demandé, voilà. Alors est-ce qu'on fait genre faire des parallèles avec des êtres humains? Vous voyez tout de suite, on a Pierre qui veut revenir à l'idée initiale. Est-ce qu'il a conscience qu'il y a une menace ici? J'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Mais ce que je note ici, c'est que tout de suite, il y a Pierre qui réaffirme l'idée initiale, alors que France vient avec, en quelque sorte, ce qu'elle a retenu du pitch et la manière dont l'idée se met à exister pour elle. Hein? Donc, en quelque sorte, je pense qu'on peut déjà dire qu'ici, il y a déjà une tension, elle est minime. Mais ce qui me permet de le dire aussi, c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire on voit l'ampleur qu'elle va prendre dans cette discussion. Hein, c'est que d'un côté, il faut, et je pense que d'une certaine manière, hein, on pourrait trouver
là ça serait peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'on pourrait tout à fait avancer. C'est d'un côté, vous avez le monde des relations publiques, de la publicité, de la communication, voilà, où on s'intéresse au dialogue, etc., au caractère drôle, intuitif, etc., versus de l'autre côté, historien, sérieux, proche des faits, et je ne suis pas en train de dénigrer l'un ou l'autre, mais je suis en train de dire que ces deux personnes, finalement, sont les porteurs, les voix, VOX et les voix VOIE, hein, de deux traditions, de deux registres. Et le problème, c'est comment les faire coexister, et comment est-ce que l'idée va réussir finalement à subsister malgré cette tension, ou grâce à cette tension aussi, en fait. Vous allez voir, c'est pas... c'est finalement, je pense à la fin, on pourrait dire un enrichissement mutuel peut-être. Donc durant tout le processus, Pierre sera la voix d'un principe auquel il semble très attaché, être drôle, spirituel. De son côté, France représentera la voix de l'historicité, de l'attachement aux faits, de la dénonciation des injustices. Finalement, Bruno, on va le voir après, incarnera une sorte de voix du juste milieu, tentant constamment de montrer qu'il est possible de respecter ces deux attachements et faire donc entendre ces deux voix. C'est-à-dire qu'on va voir au fur et à mesure que se développe ce travail en équipe, Bruno, ça sera toujours la voix du « Oh bah non, vous inquiétez pas, c'est possible de voir les deux, en fait tout ceci est tout à fait réconciliable, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir l'un sans l'autre ?» Un bon exemple de ça, vous l'avez dans la prochaine transcription, donc, et c'est Bruno d'ailleurs qui a bien compris l'enjeu. Et que dit Bruno? Alors écoutons-le. Donc là on est, donc vous avez vu, il y a eu le pitch, il y a eu France qui vient de se présenter, ça y est, donc constituer l'équipe. L'équipe a été officialisée. Maintenant, ils sont dans une séance brainstorming. Hein, et ils essayent de, voilà, de faire progresser l'idée, de voir comment on peut s'incarner. It's an open question to everyone. I want to know C'est un Français qui parle anglais. Hein, what kind of things we want them to talk. Like for them, like art is art. When you guys see the project, I feel a bit of humor. Ça, il parle de Pierre et Eva. When you arrive in the project, we are looking for more. Maybe not serious, but like more là, il parle de France. social issue, like what represents deeply this art. So I want to know if we want to like stay our mind open to maybe adding more like deep and interesting part about what the past think, and we want to explore like sometimes funny and like just in terms of relationship in this one room, like maybe like there is I don't know, a communist heart and capitalist one, so maybe it's like from that point of view on that one. I don't know if we want to. I want to know. Does funny exclude serious? Sorry? Est-ce que quelque chose de drôle exclut Non, c'est pour ça. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on a fait ça. le fond, en fait? I think this can be both. Totally. And there is two things, right? There is the topic of the discussion, like what are they talking about, and there is the tone of the discussion. Are they using humor, poetry? Yeah, and what are they about? Ok. Donc on voit ici hein, Bruno qui et il va faire ça pendant beaucoup de, surtout vers la fin, quand il y aura beaucoup de tension, beaucoup de presque de la colère, il va s'exprimer. Il va être souvent l'incarnation en quelque sorte de la résolution ou de la tentative de résolution de cette tension, de cette logique contradictoire. Ce que vous voyez aussi, c'est que cette tension, elle s'incarne aussi dans les documents qui vont réaliser pendant tout le processus. Par exemple, ça c'est quelque chose que les gens qui font du brainstorming connaissent bien. On essaye d'écrire le plus possible les idées, de les mettre en... Et là, par exemple, on voit une tension entre la vérité et le narratif, par exemple. On va voir ici émotion versus contenu. Hein, donc on sent que cette tension, elle est très palpable, okay, dans l'interaction. Alors finalement, ils vont sélectionner une œuvre d'art. Alors je vais aussi
bon, je ne sais pas si j'aurai le temps, peut-être que je vais passer ça. Parce que je vais tout de suite aller vers, le moment où en fait vraiment il y a de l'engueulade. Sinon je passe ça, ça va pas. Donc là vous voyez, ils viennent ils ont sélectionné les œuvres d'art, ça y est, ils ont trouvé les deux œuvres d'art et ils ont créé un dialogue. Et c'est là évidemment où ça commence à merder, si je puis dire, parce que là, ça doit se concrétiser. C'est pas juste des idées différentes sur ce qui doit se faire, c'est carrément le projet. Donc, voyons ce qu'ils disent. Donc là, vous passez tout de suite à la toute fin, hein, parce que quand ça s'appelle discussion entre Pierre, France et Méane à propos des dialogues. Voilà. Ouais, c'est un peu. Qui passe comme ça on aurait très bien pu écrire. Ça peut être une avance, mais c'est après. Ouais. On aurait très bien pu écrire sans sachant. Tout ça, c'est quelque chose qui m'a permis de si je peux aussi avoir plus de détails sur la partie web, par exemple. Ah, tout à coup, la partie web. La personne, comme nous, on a proposé la partie web. Ouais, c'est ça. La partie web, hier, elle vous intéresse à toi. Mais, oui, mais il y a des gens qui sont. On est au musée, c'est là maintenant, c'est ça qui se passe. Il y a des gens qui ont pas ce que c'est. Ça se passe là. Mais peut-être que moi, ça c'est une action et peut-être en fonction du moment de l'année, une action qui peut être plus en rapport avec l'histoire, qui sont Oui, mais là c'est. Non, mais là c'est juste une petite chasse. Il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de contenu. Pour moi, il n'y a pas moins de personnalité que dans le film. Ensuite, là, on comprend mieux la question. Après, regardez-nous, Le contenu est complètement passé à la fin. non, on va il y a des références historiques sur sa occupation à elle, sur le fait que la rencontre doit rester secrète. Juste, c'est pas amener la façon d'amener l'histoire. Et après, je sais pas comment vous voyez ce projet, mais pas forcément sa fonction Je pense que les objectifs étaient learning history. Mais learning history, bon, sur le document. Pour moi, une question de proportion, c'est la proportion de l'histoire. C'est une conversation fluide entre les deux. Bon, donc vous voyez ici, c'est la dernière interaction que je vous montre parce qu'après je n'ai plus assez de temps. Vous voyez ici vraiment, on voit comment elle est porteur du contenu. Hein. France, elle y revient tout le temps, elle dit il n'y a pas de contenu, c'est du chit-chat. Elle va faire référence, vous voyez comment là aussi elle ventriloque ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont écrit 2 jours plus tôt. Elle dit, oui, vous vous souvenez ce qu'on avait dit, ce qu'on avait montré, learning history, c'était une des choses qui devait compter, c'était une des choses qui devait normalement nous animer en quelque sorte pendant toute cette rédaction. Et là elle dit, moi je ne le retrouve pas, moi je vois rien là-dessus. Alors qu'on voit que Pierre dit, bah oui, non, en fait, on l'a pris en compte sur le web,
Ah oui, mais le web, ça compte pas, vous nous avez dit, vous voyez comment la vente est, vous nous avez dit hier que ça comptait pas le web. Et là maintenant, vous dites que ça compte, vous voyez. Donc on sent vraiment les tensions dans cette interaction. Je pourrais passer à peu près 15 minutes facilement sur cette interaction pour vous montrer dans le détail comment ça s'incarne. Alors, à la fin, finalement, vous voyez, hein, qu'est-ce qui se passe? On voit cette idée, finalement, hein, qui naît dans la tête de Pierre, qui passe dans un post-it, qui est traduite en quelque sorte d'une certaine manière par France, une traduction hein, qui finalement vient en quelque sorte en tension avec la manière dont elle est traduite par Pierre, la manière dont elle est traduite par Eva. Hein? Donc on voit ici, quand il y a des tensions, souvent c'est parce qu'on est en quelque sorte dans le même bateau, hein, c'est souvent le cas des organisations, hein, ou des collaborations, on est dans le même bateau en quelque sorte, on est animé par un même devenir, mais on a en quelque sorte une vision différente, une interprétation différente, une manière de faire exister ce projet de deux manières différentes. Et donc effectivement c'est pour ça qu'elles sont inhérentes à toute organisation, puisque chaque voie de l'organisation est en quelque sorte une manière de traduire ce que doit être le projet, ce que doit être l'organisation, etc. Et donc c'est dans le dialogue, c'est dans la conversation, c'est dans l'interaction que ça se résout. Évidemment, je ne prends pas au terme de résoudre une fois pour toutes, mais où on tente finalement d'accommoder. Hein. Par exemple, pour Pierre, il avait l'impression d'avoir fait des concessions. Il avait l'impression de dire, ben voilà, on parle de leur robe, hein, on parle de leur... de certaines choses. Il dit par exemple à la 8746, je veux dire, il y a des références historiques sur sa robe, ses occupations à elle, sur le fait que leur amour doit rester secret, ce genre de truc, quoi. Hein? Et vous voyez la petite pique qu'il envoie à France, il dit, c'est juste, c'est pas amené de la façon d'un livre d'histoire. Hein? On sent bien la critique implicite à l'endroit de l'historienne qu'elle est. Donc voilà, donc faire l'expérience d'une tension, c'est donc ressentir deux incarnations vécues comme incompatibles. L'idée que nous avons suivie est constamment tiraillée entre deux interprétations différentes, c'est-à-dire deux manières de la faire exister. Hein, pour finir rapidement, vous voyez, il n'y a pas d'opposition entre interpréter et exister. Hein, une interprétation, par exemple l'interprétation d'un règlement, c'est toujours une manière de faire exister ce règlement à un moment donné, dans une situation donnée. Hein, donc je ne veux surtout pas opposer le monde de l'épistémique, si vous voulez, au monde de l'ontologie. Au contraire, hein, traduire ce que dit un texte, c'est le faire exister d'une certaine manière à un certain moment. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous avons une quinzaine de minutes pour des questions. Questions, commentaires, la parole est à vous. Je vais vous demander de vous présenter avant de revenir au premier pour poser la question. André Pilani de Bruxelles, bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention que j'ai vraiment appréciée. Et ce n'est pas vraiment une question, mais je me dis qu'on pourrait traduire cette étude de la trajectoire d'une idée, d'un point de vue sémiotique, comme travail au fond sur un programme narratif, parce que cette idée, c'est au fond un programme narratif. Bon, là, je parle un peu le jargon des désolé, mais c'est pas grave. Et avec des valeurs, avec des objets des valeurs, avec des performances à accomplir, des modalités. Et donc, voilà, c'est vraiment la discussion. On est dans la phase du contrat, comme on dirait en narratologie, c'est-à-dire on est en train de discuter sur ce qui doit être fait, comment le faire, quelles sont les modalités, quelles sont les valeurs en jeu, quels sont les objets des valeurs, et qui fait quoi. Et donc il y a des actants qui se font porteurs d'un programme d'action. Donc le programme narratif, au fond, c'est aussi une figure qui agit et qui est agie. C'est-à-dire, c'est intéressant effectivement de voir comment ces deux dimensions sont intéressantes. Les actants sont en même temps, dans les termes sémiotiques, hein, pas dans les termes moraux, mais manipulateurs, c'est-à-dire ils cherchent à convaincre les autres et en même temps manipuler. Donc ils sont un peu, il y a des rôles actantiels qui sont incarnés par ces personnes qui discutent et chacun est en même temps destinateur et destinataire de ce programme. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, c'est simplement un micro. Non, pour moi, ça même fait, on pourrait faire des liens aussi avec
Bon, chez Greimas, il y a le programme narratif, mais il y a aussi la dimension discursive, avec les isotopies, par exemple. Oui. Bon, bah là, on voit justement que il y a des acteurs qui sont les porteurs de certaines valeurs, justement. Et là, par exemple, on pourrait presque faire un carré sémiotique, je ne sais pas, entre d'un côté le monde du ludique, Oui. et de l'autre côté le monde du sérieux. Et on voit très bien comment ça se concrétise. Et pourtant, ces deux acteurs sont censés s'aider les uns les autres. Ce sont des acteurs qui ne sont pas normalement en position de sujet anti-sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette trajectoire, on voit que l'un des deux va progressivement être positionné par l'autre comme un anti-sujet, comme un obstacle. Oui. Mais c'est un obstacle dont il faut prendre en compte, en quelque sorte, et qui va être aussi utile pour le projet, puisque c'est elle qui va amener le contenu historique, c'est elle qui va rendre le projet sérieux et ludique. Donc oui, tout à fait. Pour moi, il n'y a aucune, comme c'est noté, aucune incompatibilité avec l'idée greimassienne, effectivement, d'une trajectoire et d'un programme, en fait. C'est un programme de qualification, etc. Merci. Donc, Daniel Bergeron, l'Université de Sherbrooke. Il me semble qu'une façon, à travers la présentation qui était extrêmement intéressante, il m'est apparu l'idée que qu'est-ce qui crée les tensions, si on le prend d'un point de vue constitutionnel, qu'est-ce qui crée les tensions, c'est le possible détachement. On sait qu'on travaille beaucoup en termes d'attachement, mais qu'est-ce qu'une tension, sinon le possible détachement qui s'en vient. Donc, j'ai été obligé de me détacher de mes valeurs historiennes pour les rattacher à quelque chose auquel je n'adhère pas ou que j'ai très peu d'attachement. Et il me semble que toute l'interaction, et qu'est-ce que je réussis à dénouer pour l'attacher à autre chose. Et donc, si on le prenait, justement, ça me permet de le prendre de l'autre, d'un autre point de vue, du détachement qui est en cours, plutôt que l'attachement qui nous retient. Oui, tu as raison. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, c'est comme si chacun arrive avec ses attachements. Donc, effectivement, Eva, Pierre sont très attachés à l'idée initiale, puisque c'est eux, en quelque sorte, qui l'ont conçu, qui l'ont proposé. Et on voit d'autres personnes qui sont attachées à d'autres choses, effectivement. Et finalement, toute cette entreprise de dialogue, de conversation, de débat, c'est comme tu le dis, c'est une manière aussi d'apprendre à se détacher. Je pense que s'il y a des tensions organisationnelles, je pense qu'un gestionnaire, par exemple, et je parle d'expérience presque, parce que j'étais directeur de mon département pendant près d'une dizaine d'années, c'est de gérer des attachements souvent présentés comme incompatibles, et d'être un petit peu le Bruno de la situation qui dit, en fait, est-ce qu'il y a moyen peut-être de rendre tout ça compatible? Est-ce qu'il y a moyen de faire que ça ne se contredise pas nécessairement, et donc d'apprendre, c'est presque du bouddhisme appliqué, c'est comment se détacher progressivement de ces choses qui nous retiennent en quelque sorte et dont nous sommes prisonniers. Moi, je fais une blague, mais c'est une blague à moitié. Je veux dire, c'est vraiment cette idée d'apprendre à se détacher. D'apprendre évidemment, de ne pas être complètement détaché, parce que là, évidemment, ça devient de l'opportunisme, ça devient... vous perdez en quelque sorte votre identité. Mais il faut apprendre à ménager le chaud et le froid, justement. Je pense que c'est vraiment en termes de... dès qu'un attachement est trop fort, il crée du froid, malheureusement. C'est-à-dire que si l'un est trop attaché à l'histoire, par exemple, au prix du reste, ça va créer de la froideur. Ça va créer... donc il faut ménager le chaud et le froid. Pour moi, c'est vraiment ça la gestion, en fait. C'est vraiment gérer le chaud et le froid, tenter de trouver... c'est du tiède, et il faut vivre avec le tiède. Moi, je suis convaincu de ça, mais bon, je sais que c'est pas très porteur, c'est pas très vendeur. Vive le tiède. Vive le tiède. Oui, juste pour terminer l'idée, parce qu'il me semble, d'un point de vue vraiment concret, parce qu'on essaie toujours de ramener les choses un petit peu au concret, il me semble que souvent dans les tensions, c'est de voir aussi, et d'un point de vue ventriloque, au nom de quoi on fait les choses. Donc la théorie, la posture dit au nom de quoi j'agis. Mais des fois aussi, c'est contre le nom de quoi j'agis. Donc l'historienne, contre quoi elle agit. Elle agit contre le futile, et de repérer contre quoi
elle agit, peut être une façon justement de déplacer, de dire, ben, attends, là, on n'est pas contre l'histoire, on n'est pas contre s'amuser, et comment on peut rattacher à partir de contre le nom de quoi, on agit. Peut-être, effectivement, tu as raison. Souvent, un bon moyen d'unir, c'est de trouver un ennemi commun. Donc, par exemple, on pourrait dire, moi, ce que je veux finalement, c'est mon ennemi, c'est l'ennui des visiteurs. On pourrait dire ça, c'est-à-dire, vous êtes Muséomique, c'est en fait une grosse entreprise pour contrer l'ennui des visiteurs, on pourrait dire. Et donc, on devrait tous être attachés à contrer ça. Donc c'est un peu pour ça que je parlais d'être dans le même bateau. Hein, le leader, le gestionnaire, si je puis dire, c'est celui qui dit on est dans le même bateau, voilà, c'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit parvenir à faire, donc voilà, c'est contre ça qu'on se bat, d'une certaine manière. Tout à fait. Oui, alors Bastien Pereira-Becerro, Université Lyon 2. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous vous intéressez également aux relations de pouvoir qui permettraient à l'une des logiques de s'imposer dans l'interaction? Et je pose la question parce que du coup je vois des interactions impossibles avec la sociologie de la prise de Château-Renaud. Ok, oui, il y a des liens avec Château-Renaud. Oui, moi beaucoup, j'ai pas eu le temps d'en parler ici beaucoup, mais pour moi la manière d'aborder cette question-là, c'est par le biais de l'autorité. C'est-à-dire, plutôt que parler de pouvoir, j'ai rien du tout contre le terme pouvoir, mais disons qu'en situation interactionnelle, je préfère parler en termes d'autorité, parce que justement, je fais le lien entre auteur et autorité. Donc autorité et autorité, c'est-à-dire généralement quand on monte en autorité, c'est qu'on s'allie d'autres auteurs. Hein, de ce qu'on dit. Donc par exemple, le bon exemple, c'était quand elle disait France, ah oui, mais regarde ce qu'on a écrit sur le tableau il y a 2 jours, Learning History. C'est pas moi qui le dis. Enfin, elle ne dit pas c'est pas moi qui le dis, mais c'est presque ça. Hein, donc, vous voyez ce moment où on fait un appel en quelque sorte à une source d'autorité, puisque c'est vous qui l'avez écrit, c'est nous qui l'avons écrit. Donc on voit qu'elle essaye, est-ce qu'elle y parvient, je ne sais pas, mais elle essaye de s'adjoindre en quelque sorte un autre auteur. Donc l'entreprise de ventriloquie, c'est juste ça en fait. Je cherche une réduction, mais c'est comme ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on multiplie les auteurs de ce que l'on dit. Et donc ce faisant, comment est-ce qu'on devient plus fort? Comment est-ce qu'on devient plus puissant en quelque sorte. Et donc effectivement, en lien avec, c'est très proche de Château-Renaud d'une certaine manière, c'est assez proche aussi, je pense, de Boltanski, avec un autre vocabulaire. Hein, c'est pas des grandeurs, mais moi je préfère parler en termes de poids, hein, c'est-à-dire donner du poids à son propos, hein, qui veut tout dire, c'est-à-dire multiplier les auteurs de ce que je raconte. Hein, et donc effectivement, on voit des rapports de force comme ça, des rapports d'autorité, mais ça se bâtit dans l'interaction. On peut voir ces moments-là où voilà, on va... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, bien avant, c'est l'éducation féminine. Je me demandais quel est le dénouement de cette histoire. Oui, c'est vrai, j'ai pas eu ça. Contre du boiteux ou... En fait, moi je trouve qu'ils ont très bien réussi à la fin. De mon point de vue, je sais que France était je crois qu'elle était quand même un peu déçue du produit final, et Méal aussi, c'est certain, et je peux comprendre tout à fait pourquoi. Mais d'une certaine manière, ça se finit bien, parce que leur projet, j'ai eu de la chance, leur projet a été sélectionné. Donc c'est l'un des 3 projets en fait sur les 12 qui a été sélectionné par le musée, et il a été en quelque sorte il a été installé. Donc à la fin, vous avez ces 2 sculptures là, enfin c'est pas des sculptures en fait, il y a une sculpture et voilà, vous avez un portrait d'un Medici, pas un portrait mais une sculpture d'un Medici qui est en train de regarder, donc un Medici du 16e, qui représente une personne du 16e siècle, du 17e siècle, excusez-moi, et qui est en fait en train de draguer une princesse du 18e siècle. Et donc il y a tout un dialogue qui s'amorce entre les deux, il est très très bien, enfin je trouve c'est très intéressant, c'est limité, c'est sûr, c'est un prototype, c'est pas par des acteurs professionnels, etc. Mais ça a suscité un certain intérêt, ils ont réussi à bâtir, il y avait donc 2, vous voyez ici un petit peu, en dessous il y avait c'est là vous voyez la boîte où la personne parle, avec une voix féminine, et là il y a la même chose ici en dessous avec la voix masculine. Et donc ils ont réussi à construire un dialogue avec des informations historiques, et aussi un petit peu de finesse, de légèreté. Pour moi c'était, mais bon, je suis une
une voix parmi d'autres, je trouvais que ça s'était bien traduit, quoi. Ils avaient réussi à justement gérer cette tension entre l'histoire et la drôlerie ou la finesse d'esprit en quelque sorte, qui pour Pierre était important et qui pour Anne était moins important, France était peut-être un moins important. Mais ils ont essayé de gérer cette tension à leur manière. Oui, on prend une dernière question. Bonjour, c'est Christophe de Lucienne, de l'ASCO. À un moment donné, vous avez dit, donc merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant. À un moment donné, vous avez dit ce qu'est une idée, c'est les effets qu'elle produit. Donc là, j'entendais vraiment une définition pragmatiste presque du signe, qui permet d'unir en fait la signification et l'action dans un même cadre d'analyse finalement. Et je voulais savoir un peu comment Dewey et Peirce vous inspirent. En fait, pour moi, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais pour moi, c'est surtout Peirce finalement, c'est-à-dire, oui, pour moi, je veux dire, il faudrait revenir à, c'est-à-dire le fait, par exemple, que pour Peirce, on est confronté à un monde qui nous parle. Hein, la sémiotique, finalement, la sémiotique persienne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le monde qui nous entoure nous parle. Hein, et que finalement, on le fait parler, il nous fait parler. En tout cas, c'est ma manière de faire parler Peirce. Cette idée aussi, par exemple, chez Dewey, la situation, hein, par exemple, le terme situation pour Dewey est très important. Pourquoi elle est très importante justement pour Dewey? C'est parce que Dewey veut vouloir penser que la situation nous dicte certaines choses. Être pragmatiste, au sens fort, politique du terme, et j'allais dire éthique du terme, c'est de dire, nous faisons face à une situation, qu'est-ce que cette situation nous dicte? Hein? Elle nous dicte, alors elle nous dicte parce qu'on lui fait dicter, mais elle nous dicte des choses, donc dans les deux sens, vous voyez. Donc je pense qu'un positionnement pragmatiste au niveau politique, esthétique, éthique, c'est de dire, voilà, effectivement, nous sommes face à une situation et on tente de la faire parler, cette situation. Mais la situation, on peut lui... vous allez dire, oui, on peut lui faire dire n'importe quoi. Non, justement. C'est ça la force du dialogue, c'est que nos manières de faire parler la situation sont confrontées à d'autres manières de faire parler la situation. Hein, c'est même, on pourrait revenir à Habermas, presque. L'idée d'Habermas, quelque part, c'est aussi de dire arrêtons de partir de normes a priori qui vont définir c'est quoi le bien, c'est quoi le juste, etc. Non, définition dans le dialogue, et là l'influence de Dewey est évidente chez Habermas, définition dans le dialogue, les conditions d'une société plus juste, plus éthique, etc. Donc tout ça, oui, pour moi, c'est totalement compatible, enfin je crois, ma manière de traduire, avec Dewey, avec Peirce, avec James, avec Whitehead. Tout ça, Whitehead étant évidemment très différent des trois premiers, mais pour moi, c'est totalement compatible avec ce que je présente ici. Merci beaucoup François, il y a tous les êtres qui se sont exprimés dans la présentation, donc bravo. Merci. Je vais peut-être dire deux petites choses avant la pause. Donc, on va commencer en 15 minutes. On vient de dire ce matin, on prend des photos. Donc, les gens qui ne veulent pas avoir leur visage diffusé nulle part, peut-être juste venir m'avertir. Je vais prendre votre nom en note et je vais préparer en sorte que les photos restent confidentielles pour ces personnes. Puis, j'inviterai, il me manque deux présentations pour le panel qui s'en vient. Donc, avant de passer en pause, j'aimerais que ces deux personnes viennent faire une présentation. Et donc, pour ne pas nommer M. Delavance et Mme Pau, s'il vous plaît. Et donc, j'espère que du café en même temps d'arriver et je vous laisse aller. On se retrouve dans une minute.